Bonjour à tous, bienvenue sur Mizan TV pour une émission spéciale consacrée à la Palestine. Et pour en parler avec nous en direct de Gaza, nous avons le plaisir de recevoir Zied Medour. Bonjour Zied. Bonjour. Bienvenue sur Mizan TV. Donc, Merci. je vais vous présenter. Vous êtes professeur de français, vous êtes un universitaire et un chercheur. Vous êtes également poète et écrivain d'expression française. Et vous êtes surtout, j'allais dire, citoyen palestinien de Gaza. Un simple citoyen palestinien de Gaza. Voilà, citoyen palestinien de Gaza. Et donc, c'est à ce titre que nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler de la Palestine. La Palestine qui est depuis quelques semaines dans un embrasement, une reprise, une intensification du conflit contre l'occupation israélienne, avec des bombardements intensifs sur Gaza notamment. Justement, ce sujet subit une médiatisation très particulière dans la presse occidentale, européenne, qui est réellement problématique. On en reparlera d'ailleurs, ce sera le sujet d'une prochaine émission. Il est important pour notre public d'avoir des informations du terrain directement. Et à ce titre, votre témoignage va être précieux, Zied. Alors, ma première question sera la suivante. Dans quel état d'esprit vivent aujourd'hui, quel est l'état d'esprit aujourd'hui des Palestiniens, et notamment ceux de Gaza, après cette intensification, cette reprise des bombardements? Est-ce que finalement, il y a une forme d'indifférence du fait d'être habitué malheureusement à ces vagues de bombardements? Ou bien est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, dans ce qu'on appelle à présent la troisième intifada, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, nous vivons un épisode particulier? D'abord, merci pour cette invitation qui va me permettre de décrire l'horreur absolue vécue dans la bande de Gaza par 2 millions de Palestiniens qui sont en train de subir les massacres israéliens depuis des jours. Nous sommes le mercredi, donc 19 mai 2021. C'est le 10e jour de cette nouvelle agression israélienne. Je rappelle, c'est la 4e agression donc offensive en 4 ans après celle de 2009, 2012, 2014 et actuellement donc la plus dure depuis 10 jours, avec un bilan très lourd qui ne cesse de s'alourdir minute après minute parce qu'il y a des bombardements toutes les 2-3 minutes partout dans la bande de Gaza. On a presque 225 Palestiniens assassinés suite à des frappes aériennes et des bombardements. Parmi eux, 65 enfants et 38 femmes, sans oublier 1600 blessés jusqu'à présent. Mais le plus dur dans cette nouvelle offensive, c'est la destruction massive. L'armée de l'occupation israélienne est en train de détruire tout, les routes, les mosquées, les écoles, les universités, les centres de recherche, les jardins, les parcs d'attractions, les stations électriques, les puits d'eau. Donc, situation dramatique. Nous avons seulement 3 heures d'électricité par jour. Et avec manque et pénurie d'eau et de denrées alimentaires, de sang, les hôpitaux sont visés, sont débordés. Comme vous entendez, donc, des bombardements partout dans le quartier et partout dans la bande de Gaza. On peut dire pour la population civile de Gaza, une population résistante et toujours debout, il y a 3 sentiments. D'abord, un sentiment d'inquiétude, parce que ça fait 10 jours que personne ne bouge au niveau de la communauté internationale officielle, à part les solidaires de bonne volonté qui sont en train de manifester partout en France et partout dans le monde pour dire non à l'injustice et non aux crimes israéliens. Mais le monde officiel et les instances internationales, ils sont complices, ils sont en train de cautionner les crimes israéliens. Donc, il y a un sentiment d'inquiétude et de peur parce que les bombardements, personne n'est à l'abri. Ils visent les civils, ils visent les femmes, les enfants, donc les personnes âgées, les journalistes, les ambulanciers, les médecins, les enfants, donc personne à l'abri. Donc il y a un sentiment de peur et d'inquiétude. On est inquiet pour nos enfants. Deuxième sentiment, il y a un sentiment de confiance. C'est une population confiante
donc qui résiste et qui tient une résilience magnifique malgré l'ampleur de cette destruction massive. En 10 jours, imaginez-vous, presque 1700 raids, ça veut dire 200 à 250 raids par jour partout dans la bande de Gaza. Ils sont en train de viser les bâtiments, les tours, les infrastructures civiles. Mais il y a un troisième sentiment, c'est le sentiment de fierté que les Palestiniens de Gaza, et quand je parle de 2 millions de Palestiniens, il y a deux parties. Il y a les factions de résistance qui résistent par des missiles, qui continuent à lancer des missiles, et ça, c'est une résistance légitime pour nous. Et surtout, la résilience et la résistance de cette population civile qui est en train de supporter l'insupportable. Des bombes, il y a 38 000 déplacés jusqu'à maintenant qui habitent dans des centres d'accueil et parce qu'ils ont perdu leur maison détruite, soit ils ont fui dans les immeubles qui ont été détruits totalement par l'armée israélienne. Donc, voilà les trois sentiments. Le dernier sentiment, c'est un sentiment de fierté que jusqu'à maintenant, il y a une résistance, il y a des missiles, il y a des roquettes qui sont lancées d'ici, même avec le déséquilibre entre l'armée israélienne, qui est considérée la 5e puissance militaire, et les factions de Gaza avec les peu de moyens. Et donc, nous sommes fiers de notre résistance, notre résilience, notre patience, notre adaptation avec le contexte. Et donc, notre message, c'est ici notre terre, nous ne partirons pas. Et Gaza va de nouveau être reconstruite malgré l'ampleur de cette destruction massive partout dans la bande de Gaza. Alors, vous parliez d'adaptation au contexte, à la situation. Chaque jour, l'électricité est coupée. Il y a très peu, vous avez très peu de temps d'électricité. L'accès à l'eau, on pourrait parler de toutes les conditions humanitaires qui sont d'ailleurs, qui ne sont pas récentes, qui sont anciennes malheureusement. Avec les bombardements, comment s'organisent les Palestiniens pour leurs déplacements? Vous disiez qu'il y avait peu de déplacements, mais il doit y avoir quand même des déplacements qui s'avèrent nécessaires. Comment ça s'organise sur le terrain pour essayer justement de protéger les populations malgré les bombardements? Pour nous, donc, en général, on vit en famille. Donc, dans chaque immeuble, il y a des appartements. Et donc, souvent, avec les enfants, avec nos femmes, on descend pour rester donc, avec nos parents en bas, donc, pour essayer de rassurer les enfants. Et on sort seulement, on remonte pour dormir, même si personne ne dort à Gaza parce qu'il y a des bombardements toutes les minutes. Pour nous, donc, en général, on reste tout le temps à Gaza. Toutes les 4-5 jours, on essaye de se déplacer pour aller à quoi nourrir, chercher à quoi nourrir nos enfants dans les quelques magasins de supermarchés qui sont toujours ouverts parce qu'ils sont oubliés qu'il y a plus de 50 magasins et supermarchés qui ont été visés et détruits par l'armée de l'occupation et par les bombardements aveugles de cette armée. Donc, on peut dire que le quotidien et l'organisation des Palestiniens, souvent, ils sont chez eux, ils se regroupent en famille pour essayer de suivre les nouvelles, et souvent, ce sont les mauvaises nouvelles. En général, dans chaque famille, il y a des familles qui sont déplacées, même dans notre famille, donc on accueille des gens qui ont fui leurs proches, qui ont fui leur maison détruite, qui ont fui leur quartier menacé d'être effacé. Et voilà, et donc on se regroupe en famille. Et moi, personnellement, j'essaye de sortir tous les 3-4 jours pour acheter à quoi nourrir notre famille. Donc, même si c'est risqué, même si c'est menacé. Et donc, il y a une adaptation avec le contexte. Et à cette occasion, j'aimerais bien saluer le courage de nos femmes palestiniennes qui sont en train de se débrouiller pour trouver à quoi manger pour 50 personnes. Déjà, dans les jours normaux, avec le blocus, avec la pénurie de médicaments, de donneries, on ne trouve rien. Et actuellement, une mère de famille essaye de se débrouiller pour trouver à quoi manger pour 50 personnes. Donc, on peut dire, mais le plus important pour nous, ce n'est pas la nourriture, mais c'est la solution politique. Même si les besoins sont énormes et le nombre de déplacés sont par milliers et la destruction massive, mais sans cela, cette situation va finir un jour. Et donc, nous, je lance un appel, c'est pas, nous n'avons pas besoin des aides économiques, même si nous avons besoin d'une solution politique. Et nous avons une solution de la levée de blocus. Et je lance ici un appel, soit aux médias, soit à la communauté internationale, surtout à quelques instances internationales, à quelques dirigeants qui disent oui, on va envoyer de l'aide humanitaire. Non,
il faut considérer Gaza comme une ville qui vit le blocus depuis 15 ans. La question se pose, pourquoi les médias s'intéressent à Gaza quand il y a des clashs? Pourquoi les instances internationales ils ont abandonné la bande de Gaza qui vit un blocus mortel depuis 15 ans avec des conséquences économiques et sociales graves? Et la bande de Gaza, elle a vécu 3 offensives militaires avec des gens, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi à reconstruire leur maison ou leur quartier à cause de l'interdiction israélienne de leur permettre de faire entrer les matériaux de construction. Donc, le plus important pour nous, ce n'est pas la situation économique, même si les besoins sont énormes sur place, mais nous avons besoin d'une solution, nous avons besoin des sanctions contre ce régime d'apartheid. La communauté internationale doit assumer sa responsabilité. On a assez de déclarations, on a assez des appels au calme. Nous avons besoin de la levée de blocus, de la réouverture des frontières et surtout mettre la pression sur ce régime d'apartheid afin qu'il lève le blocus inhumain sur Gaza et surtout créer un État palestinien libre et indépendant avec Jérusalem comme capitale. C'est la seule solution. Donc, ce n'est pas la solution économique qui est une priorité pour nous, mais c'est la solution politique. Et nous ne réclamons pas la Lune, nous demandons seulement l'application du droit international dans les territoires toujours occupés par un régime d'apartheid. Comment vous voyez, Ziad, la solution politique que vous évoquez à juste titre, étant donné le fait qu'un certain nombre d'acteurs et de puissances internationales se sont rangés visiblement du côté des Israéliens? On peut penser aux États-Unis qui bloquent tout veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. On peut penser à l'Union européenne qui se montre indifférente, silencieuse, ou voire même parfois à travers certains gouvernements de pays européens, comme la France d'ailleurs, qui soutiennent les autorités israéliennes. Comment vous voyez la solution politique pour le peuple palestinien aujourd'hui? D'où peut venir le salut politique au niveau soit des puissances, de certaines puissances ou de certaines organisations? Quelle est votre analyse là-dessus? La position de toute la communauté internationale officielle est une honte, malheureusement. Cette communauté internationale officielle, quand je dis communauté internationale officielle, je dis la Ligue arabe, l'Union européenne, les États-Unis, les Nations unies et le Conseil de sécurité qui sont en train de cautionner les crimes israéliens. Imaginez-vous, en 10 jours, des bombardements, des destructions de centaines de morts et de milliers de blessés, et aucune instance internationale bouge pour dire non à l'occupation, pour dire non au massacre, pour dire non aux crimes. Nous, comme je viens de dire, la communauté internationale doit assumer sa responsabilité. Malheureusement, l'impunité de ce régime d'apartheid encourage cette armée d'occupation à continuer à viser les Palestiniens à Jérusalem, dans les territoires de 48, en Cisjordanie et actuellement dans le bande de Gaza avec des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. C'est ça qu'il a encouragé. L'armée israélienne est en train d'imposer un blocus, personne ne bouge. Il a mené 4 offensives, personne ne bouge. La marge de retour, elle était reprimée par les snipers israéliens, personne ne bouge. Donc, le plus important pour nous, si la communauté internationale, donc on a assez de déclarations, on a assez des appels au calme, on a besoin de concret. La communauté internationale, s'il veut trouver une solution, il doit mettre la pression sur il devrait mettre la pression sur la communauté, sur cet état d'apartheid qui continue à bafouer donc, le droit international. Donc, nous, on n'a pas d'espoir pour que les choses soient claires. Comme citoyen palestinien qui vit l'Europe absolument depuis 10 jours et qui vit donc le blocus depuis 15 ans et qui a vécu donc les premières, deuxième intifada, les 3 offensives. Nous, à Gaza, en 20 ans, on n'a pas eu vraiment des moments de bonheur et de joie. On vit la souffrance, on vit la misère, on vit les bombardements, les agressions, les mesures atroces. Et ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, les médias, ils essayent de mettre dos à dos l'armée israélienne, la 5e puissance, avec des factions de résistance qui résistent par leur fierté et leurs moyens très simples pour dire non à l'injustice. Et la communauté internationale, malheureusement, mieux de condamner l'apartheid, elle est en train de condamner la résistance palestinienne. Le plus important pour nous, c'est la solution politique. C'est pour cela que la communauté internationale devrait mettre la pression sur le gouvernement israélien pour mettre fin à ces agressions et pour relancer le processus de paix
en plein échec à cause de la non-application israélienne de tous les accords de paix. Nous sommes pour une paix, mais une paix juste. Il n'y aura jamais une paix sans justice. Et les Palestiniens aujourd'hui, ils réclament la justice. Pour cela, je ne vous cache pas, comme Palestiniens, il nous reste deux éléments. Notre attachement à la terre, notre résilience, notre résistance sur le terrain, en début de tous les massacres israéliens, et surtout les solidaires de bonne volonté qui ont manifesté en France, partout dans le monde, pour dire non à l'injustice. Voilà les deux éléments que les Palestiniens comptent aujourd'hui. On n'a pas confiance en cette communauté internationale officielle, on n'a pas confiance en ces instances internationales qui cautionnent les crimes israéliens. Il nous reste seulement notre attachement. C'est ici notre terre et on va continuer à résister et on va reconstruire Gaza de nouveau malgré ces bombardements intensifs. Et nous saluons, nous rendons hommage à toute la société civile partout dans le monde, assez solidaire de bonne volonté, qui continue à soutenir la cause palestinienne comme cause de justice. Alors, justement, Zied, on parlait, dans les médias occidentaux, on parle beaucoup, il y a une vraie diabolisation des organisations de la résistance palestinienne. Finalement, la question que je voulais vous poser est peut-être la meilleure des réponses que les Palestiniens pourraient apporter eux-mêmes à ces discours qui relèvent plus de la propagande, semble-t-il, que d'autres choses. C'est finalement, quelle est la position? Est-ce que les Palestiniens soutiennent fermement leurs organisations de la résistance sur le terrain, je veux dire, parce qu'on n'entend jamais les Palestiniens s'exprimer, on s'exprime toujours à leur place dans les médias internationaux notamment. Donc, sur le terrain, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ressentent les Palestiniens et quelle est la position des Palestiniens concernant ces organisations de la résistance? Je parle notamment sur le plan militaire. Je vais parler d'une façon objective. Moi, je suis citoyen palestinien, je suis professeur et je fais partie de la société civile. Et d'une façon très honnête et objective. En Palestine, nous sommes occupés. Et le droit international, il nous donne le droit à résister par tous les moyens. En Palestine, il y a 4 formes de résistance. Il y a la résistance politique. Ça, c'est le travail de l'autorité palestinienne à travers des négociations, à travers des discours, à travers l'adhésion à des instances internationales pour juger les crimes israéliens. Et même si ces négociations, ils ont abouti à rien depuis longtemps, au contraire, la colonisation est en train d'avaler tous les territoires palestiniens, les barrages militaires, le mur d'apartheid, les mesures atroces de l'occupation. À Jérusalem, dans les territoires de 48, avec les lois de discrimination contre les Palestiniens de 48 qui sont considérés comme citoyens de 2e, 3e temps, et le blocus de Gaza et les mesures atroces de l'occupation partout dans les 4 régions de territoire palestinien qui n'ont pas de continuité géographique, Jérusalem, les territoires de 48, la bande de Gaza et la Cisjordanie occupée. Donc, deuxième forme de résistance, c'est la résistance militaire. Et ça, c'est le choix des factions palestiniennes, soit du Fatah, de Hamas, du Djihad, de la gauche, qui prennent pour une résistance militaire. Et pour nous, cette résistance est légitime. D'ailleurs, pour nous, toute forme de résistance est légitime parce que nous sommes occupés et nous vivons sur un régime d'apartheid. Troisième forme de résistance, c'est la résistance par la non-violence, à travers des manifestations populaires, pacifiques, comme il se passe actuellement en Cisjordanie, parce qu'à Gaza, on n'a pas des colons. Depuis 2005, il y a le retrait israélien militaire et de colons de la bande de Gaza, même si l'armée israélienne, il contrôle tout, il contrôle le ciel, les frontières et la mer de Gaza. Mais nous, on n'a pas de colons, on n'a pas de soldats. Par contre, à Jérusalem, dans les territoires de 48, en Cisjordanie surtout, il y a des colons qui vivent dans les territoires reconnus palestiniens par les Nations Unies. Donc, il y a des affrontements. Et là-bas, il y a une forme de résistance, comme la résistance par la non-violence, une résistance populaire, pacifique, à travers des manifestations contre les colons qui essayent de confisquer les terrains appartenant aux Palestiniens. À Jérusalem, ils manifestent pacifiquement contre les agressions de colons, contre le menace de détruire leurs maisons par la municipalité de Jérusalem israélienne. Donc, voilà, donc chacun, voilà. Mais la quatrième forme de résistance, c'est la résistance par l'attachement à la terre. C'est notre résistance. C'est ici notre terre, nous ne partirons pas. En début de toutes les mesures d'occupation, les Palestiniens sont toujours là. Ici, on va faire une comparaison. En 1948, il y a eu des massacres israéliens et il y a eu 250 000 Palestiniens qui ont été obligés de déporter, qui ont été ils ont été chassés par les soldats israéliens, par l'armée israélienne
de leur terrain et qui sont venus vivre soit à Gaza, soit en Cisjordanie, soit à Jérusalem, soit ils sont allés vivre dans les pays arabes voisins, l'Égypte, la Syrie, le Liban, la Jordanie. Et depuis 1948, on a créé le problème des réfugiés. Et les réfugiés, bien sûr, c'est leur droit sacré et leur droit au retour est sacré pour eux. Un jour, ils vont joindre donc leur ville, les villages d'origine. Et il y a une partie qui est restée, qui sont considérés maintenant les Arabes israéliens, qui ont la nationalité israélienne, mais qui n'ont pas les mêmes droits que les citoyens israéliens. Donc voilà la quatrième forme de résistance. Mais actuellement, il y a des massacres. Il y a des massacres à Jérusalem, en Cisjordanie, actuellement à Gaza. Il y a des crimes. Et ça, c'est pas Yann Lido qui dit ça, ce sont les organisations internationales, comme la Cour pénale internationale, comme les organisations de droits de l'homme, qui ont qualifié qu'est-ce qui se passe actuellement à Gaza comme crime de guerre. Et malgré ça, et malgré le blocus, les murs d'apartheid, les mesures atroces, les Palestiniens, ils ne sont pas partis. Ils sont toujours là. Donc, il y a une prise de conscience par les Palestiniens. Donc, voilà la quatrième forme de résistance, c'est l'attachement à la terre au début d'un contexte difficile. Le chômage qui dépasse 65% à Gaza, le blocus et ses conséquences économiques et sociales, la fermeture de frontières, toutes les mesures atroces qui n'ont pas poussé les Palestiniens à partir. Donc, les quatre formes de résistance sont pour nous des formes légitimes. Mais chacun, il résiste à sa façon. Moi, personnellement, je résiste en restant ici, attaché à ma terre. Je résiste par l'éducation, je résiste par les témoignages. Je fais mon devoir de témoigner et d'essayer de donner des témoignages tous les jours, même sur les bombes, à des médias donc, francophones. Donc, chacun, voilà, ma place, c'est à côté des jeunes. On essaye de proposer des activités de soutien psychologique pour les enfants. On essaye de proposer des formations, faire des échanges avec le monde francophone pour ne pas être enfermé par l'occupation et par le blocus. Donc, chacun, il résiste par, voilà, moi, personnellement, je prends pour une résistance non violente. Je suis pour la résistance par l'éducation, mais je ne critique jamais la résistance politique ni la résistance militaire. En 2012, quand l'autorité palestinienne a réussi à avoir une reconnaissance symbolique en 2012 par les Nations Unies, même si la reconnaissance était symbolique et pas sur le terrain, on a applaudi donc l'autorité palestinienne, même si on est en désaccord. En 1994, quand il y a le retour de l'autorité palestinienne de l'extérieur avec Yasser Arafat, on était par des centaines de milliers dans la rue de Gaza pour acclamer le retour d'Arafat. Donc, quand il y a une réalisation sur le terrain, la population approuve ça. Et actuellement, nous, on approuve la résistance. C'est la population. Pourquoi la population est derrière la résistance? Parce que, voilà, c'est notre fierté. C'est le seul moyen de résister. Parce que nous, on n'a pas de moyens, on n'a pas de soldats, on n'a pas des colons. Donc, le seul moyen pour nous, c'est résister par les missiles, par les roquettes. Et donc, la population civile, c'est elle qui résiste. La pression, c'est sur cette population civile. C'est elle qui est en train de donner des martyrs, des blessés. C'est elle qui est en train de perdre les maisons, les immeubles. C'est elle qui est en train de perdre ses biens. Mais je vous dis franchement, toute la population est derrière la résistance parce que la résistance, c'est un moyen. Et quand il y a des acquis, quand il y a des réalisations, nous, on approuve ça. Et donc, puisque le monde officiel, il ne fait rien pour nous, puisque les médias, ils sont en train d'occulter la réalité, donc nous comptons sur notre résilience, notre patience et surtout cette résistance militaire qui est légitime et qui est en sorte qu'elle est notre fierté. De toute façon, effectivement, on sait bien que c'est le rapport de force sur le terrain qui détermine la capacité à négocier politiquement et à obtenir le respect de ses droits légitimes. Vous parlez des organisations de la résistance militaire, mais aussi les formations politiques. Les différentes formations politiques palestiniennes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce que vous diriez que la gravité et l'usure de la situation finalement avec une communauté internationale, d'ailleurs, peut-on encore parler de communauté internationale, mais disons des grands blocs qui se sont montrés plutôt proches et soutenant la position israélienne, y compris dans les pays arabes. On l'a vu récemment, toutes les normalisations de relations entre certains pays arabes et Israël. Concernant les formations politiques palestiniennes, est-ce que vous diriez que ces formations qui se sont beaucoup divisées dans le passé pour différentes raisons, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui elles se rapprochent et qu'un consensus
indispensable pour les Palestiniens parce qu'il semble difficile de considérer que les Palestiniens puissent obtenir des gains politiques et des victoires sur le terrain politique avec des acteurs divisés entre eux. Hein, surtout, en général, ces divisions sont aussi exploitées hein, par d'autres acteurs politiques. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, Ziad, les formations politiques palestiniennes, Fatah, Hamas, on parle aussi de formations indépendantes comme Marwan Barouti, avec des élections qui ont été retardées, qui ont été repoussées. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce terrain politique? Est-ce qu'il y a un consensus aujourd'hui entre les factions palestiniennes? On peut dire que tous les partis politiques sont à la hauteur de ce qui se passe actuellement. Parce que c'est vrai, Gaza est en train de subir le pire, mais à Jérusalem, en Cisjordanie, dans les territoires de 48, donc chacun il résiste à sa façon. J'aimerais bien vous dire que la division interpalestinienne est une honte pour nous. Malheureusement, depuis 15 ans, on est divisé et on a malheureusement deux gouvernements, un gouvernement à Gaza et un gouvernement en Cisjordanie. Les élections palestiniennes étaient une chance pour mettre fin à la division, pour relancer la réconciliation et l'unité nationale palestinienne, mais malheureusement, les forces de l'occupation israélienne, ils ont interdit la tenue des élections à Jérusalem et la communauté internationale n'a pas mis la pression, donc l'autorité palestinienne était obligée à retarder, à reporter ces élections. Donc, et dans les listes de ces élections qui étaient prévues le 22 mai, il y avait 36 listes, c'est la première fois dans le paysage politique, et seulement 9 listes politiques. Les autres listes, c'était la majorité des jeunes, moins de 40 ans, des femmes, de la société civile. Donc, il y avait un envie d'un changement dans le paysage politique. Mais on peut dire maintenant, la question qui se pose, pourquoi il n'y a pas une troisième intifada? Moi, je veux dire, franchement, il n'y aura jamais, pour le moment, une troisième intifada, même s'il y a des éléments de révolte dans les 4 régions. Pourquoi il n'y a pas de troisième? Parce que malheureusement, on a le système politique, il est dominé par 2 partis, le Fatah et le Hamas, 2 partis rivaux avec des programmes politiques différents, même si chacun résiste à sa façon. Le Fatah, il essaye de négocier, le Hamas est en train de résister, mais c'est eux qui dominent le paysage. Il y a d'autres composantes de la société civile à gauche, mais ils ne sont pas très puissantes par rapport aux 2 partis rivaux. Ça, c'est une réalité. C'est numéro 1. Numéro 2, qu'est-ce qui se passe actuellement? Ce n'est pas une troisième intifada, parce que malheureusement, il n'y a pas une coordination. Il y a l'injustice de l'occupation, mais chacun il résiste à sa façon. Donc, en Cisjordanie, il y a une résistance pacifique, non violente, à travers les manifestations. Et depuis une semaine, on a 15 Palestiniens qui ont été assassinés sur des lieux de manifestation, soit devant des checkpoints de l'occupation. Et il y a 2 morts palestiniens de 48 à travers des manifestations et des affrontements avec les colons et les soldats. À Jérusalem, la tension donc se poursuit avec des attaques sanglantes et des provocations de la part des colons israéliens. Mais jusqu'à maintenant, malheureusement, il n'y a pas un consensus. Pourquoi il n'y a pas un consensus? Je vous dis un exemple concret. Lors de la première intifada, entre 87 et 94, il y avait un consensus parce qu'il n'y avait pas de la division et malgré la divergence politique à l'époque, mais il y avait une unité nationale. Il y avait une haute commission de l'intifada, de ce mouvement. Et quand il y avait un mort à Jenin, toutes les villes palestiniennes étaient en grève, de Rafah au sud jusqu'à Tol Karam au Jenin, au nord de la Palestine. Donc, il y avait un consensus, il y avait une unité nationale, il y avait surtout une coordination. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il manque? Il manque de coordination, même si chacun il résiste à sa façon. Donc, ça fait 10 jours. Donc, la Cisjordanie il a soutenu Jérusalem à sa façon. Gaza il a soutenu Jérusalem, les territoires de 48, mais malheureusement, actuellement, il n'y a pas une continuité géographique ni politique entre les 4 régions. Ça veut dire Jérusalem, c'est une ville sainte où il vivait 300 000 Palestiniens, mais ils vivent sous l'occupation. Et là-bas, ils ont une carte de résidence, ils sont considérés comme palestiniens, une carte de résidence israélienne, mais ils ne sont pas considérés comme israéliens. Ils n'ont pas le passeport israélien, ils ont le passeport palestinien, mais ils ont une carte de résidence de 10 ans et malheureusement, ils sont en train de subir l'injustice de la part de gouvernements israéliens. Par exemple, quand ils payent les impôts, 10 000 € par an comme impôt. Les citoyens israéliens, ils payent 2 000.
eux, ils payent 10 000. C'est pour cela le gouvernement israélien il essaye de mettre la pression pour qu'ils quittent leur ville et le village pour être remplacés par des colons. Et qu'est-ce qui s'est passé à Sheikh Jarrah fin avril 2020? C'était l'évacuation forcée de 200 familles qui habitaient depuis 1948, qui habitaient ces quartiers de Jérusalem, et pour les remplacer par des colons illégaux qui viennent de l'extérieur. Et voilà, l'objectif, c'est évader cette ville sainte, voilà, par la pression. Quand un citoyen palestinien de Jérusalem veut construire une maison, et la municipalité de Jérusalem ne lui donne jamais une permission, un permis de construction. Donc, il est obligé, parce que les familles agrandissent, il est obligé de construire lui-même sa maison. Après 2 ans, quand il construit une maison, un immeuble, un bâtiment, la municipalité de Jérusalem vient pour détruire et surtout, c'est lui qui va payer les frais de destruction qui dépassent de 15 000 euros. Et donc, vous voyez un peu, donc, il y a beaucoup de pression sur les commerçants, sur les citoyens pour qu'ils quittent Jérusalem. Or, les citoyens de Jérusalem, ils sont toujours là. Et qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem qui a déclenché les événements terribles et tragiques dans le peuple palestinien? C'était les provocations des colons et surtout le menace de faire partir de son famille à Sheikh Jarrah. Maintenant, en Cisjordanie, pour venir au secours à ces Palestiniens, les Palestiniens, ils ont riposté parce que là-bas, il y a des soldats, il y a des colons, par des manifestations pacifiques. Même chose. Donc l'unité, elle est maintenue finalement. Ziad, l'unité, enfin le lien, parce que vous disiez, il n'y a pas de coordination, alors peut-être par le haut, mais on voit bien qu'entre les Palestiniens de 48, ceux qu'on appelle les Arabes israéliens dans la presse parfois, les Palestiniens de Cisjordanie, ceux de Gaza et ceux de Jérusalem-Est, on voit bien que spontanément et naturellement, il y a toujours un lien, malgré les blocus et les séparations des territoires entre eux par l'occupation israélienne. On voit bien que les Palestiniens restent solidaires entre eux et agissent chacun sur son terrain. Donc finalement, est-ce que ça ne reste pas quand même une victoire? Vous disiez qu'il n'y a pas de troisième intifada, mais on sent quand même qu'il y a une dynamique de soutien interpalestinienne malgré tous les efforts des Israéliens. Oui, mais ça, au niveau de la population, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des dirigeants qui gèrent, qui dominent et qui contrôlent. Et ça, c'est la réalité. Vous voyez, c'est ça. Moi, je parle de dirigeants. Au contraire, la population, bien sûr qu'il y a des liens familiaux, il y a des liens toujours entre nous. Heureusement qu'il y a le téléphone et les réseaux sociaux pour rester en contact. Oui, bien sûr, on est toujours solidaires, mais le problème, il n'y a pas un consensus politique. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une partie qui domine la Gaza, il y a une partie qui domine la Jordanie, qu'il n'y a pas une coordination politique et il y a des conséquences sur la population. Comme je viens de dire, donc, c'est vrai que la population est toujours solidaire. Et nous, quand il y a des événements à Jérusalem, en Cisjordanie, on est solidaire à travers des manifestations. Mais le problème, il y a un manque de volonté politique de finir avec la division. Pourquoi? Il y a des raisons, comme vous avez évoqué au début, qu'il y a malheureusement les Palestiniens, les dirigeants palestiniens, ils sont tombés dans le problème des axes. Parce que malheureusement, il y a des axes, il y a des pays qui essayent même des pays soit arabes, soit étrangers, qui essaient un peu de manipuler la cause palestinienne pour ses propres calculs. Donc, il y a des calculs politiques pour chaque parti politique, soit en Palestine, soit à l'extérieur. Et donc, il y a une pression sur les composantes politiques palestiniennes, malheureusement. Mais la population est toujours là. Donc, les Palestiniens, c'est pour cela le problème, une intifada, un soulèvement, comme la première intifada, la deuxième intifada. Regardez, la première intifada est une intifada non violente, populaire, avec lancement des pierres, avec le boycott des produits israéliens, avec on n'achetait pas les produits israéliens et les travailleurs palestiniens ne travaillaient pas dans les usines et les champs israéliens. La deuxième intifada était une intifada militaire, mais il y avait à l'époque un consensus politique et populaire. Aujourd'hui, il y a un consensus populaire, mais il n'y a pas un consensus politique. Et les preuves, ça fait 10 jours que Gaza est en train de subir, mais il n'y a pas de continuité géographique. L'autorité palestinienne qui gère une grande partie de Gaza à travers le paiement des salaires, à travers le paiement des frais pour les municipalités. C'est très critiqué. Hein. Il n'arrive pas à envoyer un camion. Hier, il a essayé d'envoyer, mais les passages sont fermés. Et donc, on est toujours sur
l'occupation. Il ne faut pas oublier, et ça c'est un message aux responsables politiques, il n'y a pas d'autorité sur l'occupation, il n'y a pas de pouvoir sur l'occupation. Et c'est pour cela, moi je lance un appel à l'unité nationale. C'est une occasion, ces massacres israéliens, de regrouper, d'unifier les efforts politiques, parce que à quoi ça sert d'être ministre et vous n'arrivez pas, et si vous voulez sortir de Gaza ou de Jérusalem, il faut avoir l'autorisation israélienne. Donc, à mon avis, c'est une honte, cette division palestinienne. Mais on espère que après la fin de ce nouveau massacre israélien, que les Palestiniens vont de nouveau réconcilier, parce qu'on n'a pas de choix que l'unité nationale pour affronter les nouveaux défis et une conjoncture arabe et régionale et internationale, malheureusement, qui n'est pas en faveur de la cause palestinienne. Alors, ma dernière question, Ziad, concerne le soutien international. Je ne parle pas des États, hein, mais je parle des opinions publiques et des peuples en général pour la cause palestinienne. On a vu différents rassemblements dans le monde. En France, il y avait un rassemblement à Paris qui avait été interdit par le ministère de l'Intérieur, par la préfecture de police de Paris, et et l'interdiction a été bravée pour soutenir le peuple palestinien. Donc ça, c'était un geste politique fort en France. On a vu aussi aux frontières avec la Palestine de certains pays arabes, des populations faire pression pour soutenir le peuple palestinien. À la frontière libanaise, il y a eu un mort d'ailleurs, un civil. Et on a vu aussi dans d'autres pays une pression populaire sur les frontières. Donc finalement, qu'est-ce que ça vous inspire à vous, Palestiniens qui vit à Gaza, ce soutien populaire, est-ce que pour vous c'est un signe d'espoir? Est-ce que vous attendez quelque chose au-delà des États qui, eux, semblent avoir fait leur choix au niveau politique? Est-ce que vous formulez un espoir et une attente vis-à-vis des opinions publiques et des peuples vis-à-vis du soutien à la Palestine? Bien évidemment, comme je viens de dire au début, nous, il nous reste deux éléments, notre résistance, notre attachement, notre résilience, notre patience. Mais cette population civile, cette société civile, c'est solidaire de bonne volonté, soit au niveau de la population arabe, parce que nous, on a une confiance en cette population arabe, même si les dirigeants arabes n'étaient jamais à l'auteur, et actuellement avec la normalisation de 5 régimes arabes, avec le régime d'apartheid. Mais nous avons un espoir, bien sûr, avec cette société civile, avec ces gens de bonne volonté, avec ces solidaires de bonne volonté. Je pense qu'il y a, moi personnellement, je fréquente la France tous les 2-3 ans quand les frontières sont ouvertes pour venir participer à des colloques ou des projets de recherche avec mes collègues français. Je pense qu'il y a une évolution dans l'opinion publique française. Et les manifestations populaires spontanées, malgré l'interdiction à Paris, dans plusieurs villes en France et même dans des villes et dans beaucoup de pays comme les États-Unis, comme l'Angleterre et l'Espagne, dans beaucoup de pays, montrent que 3 éléments, que la cause palestinienne, c'est une cause de justice, que tout le monde est contre les crimes israéliens, même si les médias et les instances politiques soutiennent Israël, mais les gens de bonne volonté, les solidaires, voilà. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on attend de ces solidaires de bonne volonté? C'est justement le soutien moral et politique à travers les rassemblements, les manifestations, la signature des pétitions. Et surtout, ils doivent écrire aux médias et aux politiques, parce que voilà, notre malheur, c'est les médias et les politiques. Nous avons toujours espoir, on compte depuis longtemps, on compte beaucoup sur ces solidaires de volonté. Mais ces solidaires, ils doivent toujours interpeller et interpréter donc les médias et les politiques à travers les médias, malheureusement. Je vous donne un exemple. Les médias souvent ils donnent la parole au porte-parole de l'armée israélienne pour analyser la situation et toujours il accuse la résistance et il accuse, voilà, malgré, ils ne donnent jamais l'occasion à un Palestinien pour s'exprimer et rarement pour parler de la réalité. Ça, numéro 1. Numéro 2, ils doivent écrire à leurs députés. Il y a des élections partout dans le monde et donc ils doivent écrire à leurs députés, à leurs parlementaires pour dénoncer l'occupation. 3e élément, ils doivent diffuser des informations en direct et nous avons l'exemple, par exemple, à Gaza, nous avons un groupe bénévole qui s'appelle Gaza la vie, qui ont une page Facebook qui diffuse des informations et des vidéos en direct en français. Donc, les solidaires de bonne volonté, ils doivent, voilà. Mais je leur dis, c'est pas
comment ça s'appelle, c'est pas la solution économique. On n'a pas besoin de l'aide économique actuellement, même si les besoins sont nous, on a besoin de la solidarité politique et la solidarité morale à travers le soutien, les échanges. Et si vous voulez soutenir des projets, il faut soutenir des projets éducatifs, parce qu'à quoi ça sert d'envoyer l'argent pour des constructions et l'armée israélienne, comme vous entendez, ils détruisent toujours les infrastructures et le pays, il n'arrive pas à condamner et il n'arrive pas à dire non. Donc, pour nous, la solidarité morale, politique, c'est un élément. Et je salue le courage de ces gens, parce que c'est pas facile d'être pro-palestinien. Et moi, je dis à personne d'être pro-palestinien. Il faut être seulement pro-justice, parce que notre cause, c'est une cause de justice. Donc, je salue et je rends hommage à tous les solidaires en France, dans les pays francophones, partout dans le monde, pour leur courage, pour leur détermination. Et je leur dis, solidaires, continuez d'être solidaires et essayez de diffuser des informations sur ce qui se passe à Gaza actuellement et en Palestine en général, et essayez d'envoyer des messages aux politiques, aux médias, pour qu'ils comprennent que Gaza il est en train de subir des massacres israéliens, et ça, c'est une réalité, que l'armée de l'occupation, considérée comme une armée, la 5e puissance mondiale, ou l'armée morale, en parenthèse, il est en train de viser, de cibler les civils, il est en train d'assassiner les enfants, il est en train d'écraser et mettre la pression sur la population civile. Et la population civile, notre dernier message, c'est ici notre terre, nous ne partirons pas. Ici, notre Palestine, et la Palestine donc, restera toujours debout, et Gaza va être reconstruite de nouveau, malgré l'ampleur de ces nouveaux massacres israéliens contre les civils de Gaza. Merci beaucoup Ziad Medhour d'avoir été avec nous en direct de Gaza. Donc votre message a été très clair, hein, le soutien doit être entier, un soutien politique, un soutien de résistance et non plus un soutien seulement humanitaire ou économique qui de toute façon est démoli chaque jour par l'occupation israélienne. Je rappelle Ziad Medhour que vous êtes professeur de français, universitaire, chercheur, vous êtes aussi poète et écrivain d'expression française et que vous avez fait ce choix de la résistance de rester en Palestine, à Gaza. Merci d'avoir été avec nous, Ziad, sur Vision TV. Et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Merci à vous. Amitié de Gaza, la vie malgré les bombes de l'occupation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ziad Medhour. Merci.